Bonjour à tous, 10 minutes, comme le numéro qu'il portait. C'est la durée de ces podcasts qui vont compter les anecdotes des matchs les plus incroyables de sa formidable carrière. Alain Giresse, c'est 3 maillots, 587 matchs, 164 buts. Champion de France, vainqueur de la Coupe de France, champion d'Europe avec les Bleus et entre autres, vice-ballon d'or France Football. Mais c'est aussi et surtout des centaines d'anecdotes incroyables. Gigi, aujourd'hui, nous allons évoquer de cet historique 21 juin 86 sur ce France-Brésil. Et là, on va parler, j'ai envie de vous dire, de ce coup d'envoi et de ce match historique et surtout de sa conclusion. Mais effectivement, c'est un match historique. Ça, au début, je ne le sais pas. Pour moi, tout est, comme je l'ai dit, le cadre est là et bien en place de ce que peut représenter de jouer contre le Brésil en Coupe du Monde, tout est là. Mais après, il y a le match. Et ce match, il s'enclenche donc après le coup d'envoi. Donc chacun se met en place, je me mets en place, on essaie de se resituer. On a Luis Fernandez qui joue une espèce de faux arrière droit, comme ça avait été le cas lors d'un France-Belgique de l'Euro 84. Ce dispositif, on le connaît. Mais après, bon, on se parle. Je parle à mes coéquipiers, comme mes coéquipiers me parlent. Et puis après, c'est lancé. Et les débuts du match, ouais, on subit un peu la foudre du Brésil qui nous chahute, effectivement. Ils sont mieux rentrés dans le match. Alors, les conditions de match, il fait chaud, puisque nous jouons à midi. Il est midi, le soleil est bien au zénith, et là, avec la chaleur, l'altitude, je l'ai dit, pour moi, elle est toujours présente, mais en tout cas, les conditions sont là. La température aussi très, très élevée. Voilà, mais c'est vrai pour les deux équipes, c'est vrai pour moi, mes partenaires, là, on est obligé de s'y mettre. Et c'est parti. Et là, le Brésil, déjà, d'entrée, imprime son jeu, imprime sa touche, et là, on doit réagir, on se parle, on essaye rapidement, et je parle comme on me parle. Et vous avez peur, Alain? Vous êtes un peu stressé ou non, pas? Non, on n'est pas dans la crainte, mais on est conscient que tout d'un coup, là, il faut vite se reprendre, il faut vite se remettre dans le jeu, parce qu'on voit que, et puis attendez, je vous dis, cette équipe-là, on avait plus de maturité, on connaissait mieux, on maîtrisait mieux notre jeu, et donc on était capable de bien prendre en compte le match tel qu'il allait se dérouler. Et je me souviens que voilà, on était conscient, et j'étais conscient que ce match, tout d'un coup, bon, il partait très mal pour nous et très bien pour les Brésiliens. Oui, parce que Carica ouvre le score très vite au bout d'un quart d'heure. La tension ne retombe pas. Vous parlez, vous tapez dans les mains, il y a un truc, comment ça se passe à ce moment-là quand vous êtes mené très vite? Mais on se parle et chacun parle d'une façon sans heurts, en se maîtrisant, en étant conscient que ce qu'on allait dire était important, de pas dire des mots qui ressemblent à rien, de se dire allez les gars, il faut y aller, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. On était plus précis de dire, par exemple, bon, écoute, moi, je me retiens, je reste un peu plus derrière, ou je vais un peu plus devant, etc. Voilà. Des repositionnements qu'on a et que chacun pouvait dire, et que on complétait après dans l'analyse qu'on pouvait avoir chacun de ce que l'un et l'autre on était en train de réaliser dans notre prestation. Il y a cette action qui donne l'égalisation sur Michel Platini. Vous êtes situé où sur le terrain à ce moment-là? Et est-ce que d'après vous, Gigi, avec le recul, il y a faute de Stopira sur Carlos? Alors d'abord, dans la construction, c'est Manu Amoros qui est sur le côté, qui me prend un relais, je suis à l'intérieur. Donc ça se joue à une touche. Manu Amoros me donne le ballon, je décale Dominique Rocheteau. Donc reçoit le ballon, décalage sur une touche, qui lui-même centre dans l'espace. Et Dani Kouévera se jette avec le gardien aussi, mais il se jette, non, il interfère pas sur la faute, il n'y a pas faute, quoi, hein, le ballon, le gardien ne peut pas le supporter, et Michel, opportuniste, vient égalise. Voilà, là, c'est une action menée, comme on savait le faire, avec un jeu posé, ce jeu posé, voilà, où le ballon circule vite, et que voilà, on débouche sur une possibilité de marquer, ça a été le cas. Un partout à la mi-temps, qu'est-ce qui se dit dans le vestiaire? Le plus dur est fait, ou pas d'ailleurs? On se dit qu'on est bien revenu, qu'on s'est remis dans le match, qu'on y est, et que voilà, on n'est pas
aussi en difficulté que dans la première rencontre, donc tout d'un coup, non, voilà, l'égalisation effectivement fait du bien, et on est bien là, on a tous, on se mobilise tous, chacun à sa façon, moi, les autres, tout le monde. Voilà, il y a des échanges qui sont très constructifs et très positifs. Donc on repart à la seconde mi-temps, voilà, en étant sans se poser des questions. La seule question qu'on a, c'est qu'on est bien. Et donc de se dire qu'on est bien, c'est plus qu'encourageant. Donc deuxième mi-temps, il y a le penalty. Là, j'ai presque envie de vous dire qu'à ce moment-là, vous dites ça y est, c'est foutu, ou pas du tout. Vous croyez en Bats, ou vous dites même si vous prenez le but, vous avez la capacité de revenir. Jamais on dit sur une action que tout est fini, tout est terminé quand le match, il y a encore du temps derrière. Et là, c'est la même chose. Et donc, sur le moment, oui, ça fait mal. On s'est dit, ça devient compliqué. Je me dis, là, s'il marque maintenant, là, bon, il faudra encore redoubler d'efforts pour se relancer. Et puis, voilà, il est arrêté. Donc, on voit qu'en plus, on a une dynamique. Et cette dynamique, elle est là avec cette réussite qu'on a, que ce penalty soit pas marqué. Alors, il y a ce penalty. Il y a derrière une occasion sortie aussi par Bats, sur une tête de Zico, et on arrive aux prolongations. Henri Michel a quel discours envers vous, envers vos coéquipiers au terme du temps réglementaire? Moi, je ne suis pas je suis remplacé avant la fin du temps réglementaire. Donc moi, je suis sur le banc, et face aux prolongations, eh bien, avec Henri Michel, je viens à côté de lui parler aux joueurs, aux uns aux autres. Jean-Marc Ferreri qui est rentré, de l'accompagner, de lui dire des mots, voilà, et d'être, voilà, de pousser, d'amener les plus de tout ce qu'on peut faire quand on est au bord du terrain, et que ce soit l'entraîneur évidemment, mais le joueur que je suis doit aussi amener sa touche à un partenaire, à des partenaires avec lesquels j'étais il y a juste quelques minutes avant. Pourquoi vous êtes sorti du terrain? Henri a voulu un petit peu apporter un petit peu de sang neuf. Moi, je n'ai pas trouvé ça, c'est toujours jamais agréable de sortir. Je veux dire que un joueur qui dit qu'il sort, qu'il est content, ça n'existe pas. Et donc j'étais dans ce cas-là, mais bon, il fallait faire, et je devais me mettre au service du collectif. Et donc, j'ai accepté ma sortie de match. Donc, on arrive au tir au but. Par rapport à l'endroit où sont tirés les tirs au but, vous êtes du bon côté du banc, c'est-à-dire vous êtes à gauche. Oui. Vous êtes du bon côté. Non, on a les tirs qui se vont à droite, et donc on est juste, on est sur l'axe droit du but. Mais avant de tirer les pénaltys, d'abord il y a une action énorme de Bruno Bellone, que le gardien sort. Le gardien sort des 18 mètres et bouscule Bruno Bellone et le déséquilibre, alors qu'il a pour marquer, malheureusement. C'est pas ça, il faut aller à la prolongation. Et là, avec Henri, on discute, je vais discuter avec lui pour le choix des joueurs. Et il me dit, Henri Michel me dit, attends, il commence à passer toujours la complication pour l'entraîneur. Alors moi, j'essaye aussi de le guider, d'apporter un peu ma contribution, de dire, ah oui, tiens, pense à lui, ou pense à lui, mais non, lui, il vaut mieux pas, etc. Quelque chose que je savais plus que moi, que l'entraîneur. Pourquoi? Parce que entre nous, on discutait de ça. Il y a un joueur qui entre nous, pouvait dire, oh non, mais moi, le penalty, et pas question, je peux pas le faire. Mais c'est pas quelque chose qu'il allait dire à un entraîneur comme ça. Voilà. Mais par contre, à nous, donc, je savais très bien, par exemple, je dis, non, écoute, Henri, lui, il préférera pas, ne le sollicite pas, c'est un moment très délicat. Il vaut mieux pas penser à lui pour aller frapper son penalty. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ce qui s'est passé. Eh bien, les tirs au but, ça se déroule, et arrive aussi le moment où Michel Platini doit frapper le sien. Et puis malheureusement, Michel le rate complètement. Ça peut arriver à tout le monde. Ça, c'est un exercice assez délicat. Il rate son penalty. Et là, ça paraît un peu compliqué. Et donc, ça peut compliquer. Et heureusement pour nous, malheureusement pour le Brésil, Julio César frappe le poteau, ça tape le dos de Joël Bats. En tout cas, il y a pas but, quoi. Et puis ça s'enchaîne, et Socrates rate aussi le sien. Et là, il faut que Luis Fernandez, qui est le dernier, nous mette ce but. Et là, il s'avance.
Et on le connaît, le Luis, est capable de faire face à toute situation. Il donne l'impression que il est tout à fait à l'aise, mais c'est fort pour lui. Puis voilà, c'est la délivrance. Julio César. C'est le poteau. J'ai même pensé que Basse avait touché. Il était parti du bon côté. Il est sauvé par son poteau. Une fois encore, c'est la troisième fois. Quelle séance. Et tout repose maintenant sur Fernandez. Si Fernandez, Luis, mon petit Luis. Luis Fernandez. Reste calme, Luis. Si Luis marque ce but, la France est en demi-finale. Luis Fernandez, quel renversement de situation. Luis Fernandez. Luis Fernandez. La France est qualifiée. Et la qualification, l'élimination du Brésil et la qualification pour les demi-finales. C'est exceptionnel face au Brésil. Là, vous êtes sur le banc, vous êtes extatique, vous êtes excité, vous fermez les yeux. Comment vous êtes, Alain, à ce moment-là? On regarde sans regarder. Je regarde sans regarder. Je regarde, j'ai dit, mais faut regarder, pas regarder, je sais pas. Et puis, ça paraît bon. On a l'impression que tout s'arrête, la vie s'arrête là. Il n'y a plus rien qui existe. Et puis, jusqu'au moment où le ballon rentre dans les filets. Alors là, par contre, c'est l'explosion. Ça court dans tous les sens sur le terrain. Voilà, on est tout à notre joie. On rentre rapidement au vestiaire. Par contre, les Brésiliens sont rentrés rapidement, on rentre au vestiaire. On se met tous à chanter, à danser, etc. Voilà. Et c'était un moment fort de bonheur qu'on était en train de vivre. Aujourd'hui, on sait que vous n'auriez pas été les seuls dans le vestiaire à ce moment-là. Vous, là, vous restez entre vous. Comment ça se passe, cette dernière partie de soirée, plutôt début d'après-midi, puisqu'il est midi au Mexique? Immédiatement, c'est la joie dans le vestiaire. Puis tout d'un coup, je sais qu'on évoque, notamment avec Manu Ambrose, je dis, mais Manu, tu as échangé ton maillot? Il me dit non. Moi non plus. J'ai dit, donc quand même, on peut aller. Et qu'est-ce qu'on fait? On tente le coup de se dire, tiens, allez, on va au vestiaire des Brésiliens. Et là, on frappe à la porte. On se regarde et se dit, mais je lui dis, peut-être on va nous dire d'aller nous faire voir. Le staff ouvre, et là, on leur montre le maillot qu'on a échangé et ils nous laissent rentrer. Mais elle est dingue, cette anecdote, quand même, Alain. On rentre dans le vestiaire. Et là, moi, je vois comment dirais-je, appuyé sur les lavabos, dans la partie toilette, il y a Julio César qui est là, qui est en sanglot, appuyé debout, là, ce grand joueur. Je lui tape sur l'épaule et je lui tire son maillot. Il me regarde, il sort le sien, je sors le mien, on échange. Je sais pas quoi dire. Et on s'avance et là, il y a le vestiaire. Les Socrates, les Zico, les Juniors, ils sont là, abattus sur le vestiaire, sur le banc. Certains sanglotent comme nous. Et on se revoit en 82. Et de voir ces joueurs-là dans cet état-là, qui n'ont même pas une attitude vis-à-vis de nous, de dire dégagez, foutez le camp. Rien. Et on est mal à l'aise, comme tout. C'est un truc énorme. Et on repart. Et tout à notre joie d'être qualifié, on est pris par l'émotion de ce qu'on a pu voir, quoi. Et ça, c'était un moment assez particulier, rare et énorme, en tout cas que j'ai vécu. Ce match restera dans l'histoire du football français. L'impact en France, vous l'avez mesuré déjà à l'époque? Non, mais difficile, quand on est à 8 heures de décalage, etc. On n'a pas aucune commune mesure. C'est après coup, quand on a vu que Pelé a dit, j'ai jamais vu un match, c'est le match le meilleur match à Coupe du Monde que j'ai vu, etc. Quand tout autour de ce match, eh bien, on lit tous les commentaires qu'il peut y avoir. C'est après qu'on se rend compte de ce que le match représente, même encore maintenant, quand on parle, on me parle de France-Allemagne. D'une certaine façon, on me parle de France-Brésil sur d'autres éléments purement sportifs, comme je l'ai dit. Et ça, c'est un ensemble qui fait que
dans une carrière, on a la chance, et j'ai la chance, moi, d'avoir vécu des matchs d'une intensité énorme, mais sur des critères différents. Merci Gigi, merci pour parler de ce match, entre autres, et à très bientôt pour un nouveau match et un nouveau podcast. Au revoir et à bientôt.